Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la structure organisationnelle dans l'entreprise. Comme toujours, je vous démontre d'abord les objectifs évaluateurs, vous expliquer la fonction d'une structure organisationnelle, donc d'un organigramme, à l'exemple de forme ci-après. Forme d'organisation hiérarchique avec état-major, staff ligne, etc. L'organisation selon les fonctions, l'organisation selon les divisions, centre-profit, et vous décrivez et vous expliquez particulièrement les tâches, la marge de contrôle, la voie hiérarchique ou bien la voie d'ordonnance ou bien les structures de niveau hiérarchique et des compétences. Vous connaissez, vous décrivez les descriptions de poste, en anglais job description, diagramme des fonctions et cahier des charges. Et puis, vous évaluez la convergence entre les tâches, les compétences et les responsabilités dans les descriptions de poste. Nous avons à disposition du matériel, donc le dossier de Cataro Pro que vous avez, les exercices, ce document PowerPoint ici, et puis dans le PDF que je vous enverrai, vous aurez aussi un lien à ce vidéo YouTube, comme on dit en anglais, tutorial. Les travaux. Alors, il faut comprendre les objectifs et les atteindre, lire la théorie et la comprendre, lire le résumé PowerPoint, ça vous aide à prendre des notes, faire des exercices et je mettrai à votre disposition aussi dans un PDF séparé des liens pour d'ultérieures explications. Alors, le test, c'est à définir, mais si on fera un test, ça sera avec les chapitres 4 et 5, c'est le modèle d'entreprise et les contextes environnementaux. Et vu qu'on se trouve dans la période de pandémie, on fera un test entre guillemets évaluateur des objectifs par CAUT. On va traiter ça de manière assez flexible. Alors, adressons-nous à l'organisation en général. Comme introduction, il faut dire que dans une entreprise, il y a un jeu de différents éléments qu'il faut organiser. Ce sont surtout les collaborateurs, les moyens matériels et aussi financiers, les tâches et les informations. Et cela signifie qu'il faut les coordonner et les gérer. En quoi ça consiste la fonction organisation? Donc c'est ordonner et coordonner les ressources, comme j'ai déjà dit, et répartir les tâches et les responsabilités de manière optimale à réaliser de mieux un objectif commercial. Alors, qu'est-ce que c'est une organisation idéale ou bien optimale? Certainement, le degré optimal d'organisation est assez flexible et il y a une marge de manœuvre. Et ça se situe entre une sous-organisation ou bien une sur-organisation. Une sous-organisation implique que les tâches ne sont pas clairement définies, il y a une énorme perte de temps et il y a une perte d'énergie, et l'énergie, ça signifie ressources financières surtout. Et la sur-organisation est aussi mauvaise ou déplacée que la sous-organisation, et la sur-organisation, ça paralyse l'entreprise, il y a des rôles cloisonnés et il y a très peu d'initiatives personnelles. Ça bloque vraiment. Et ici, je vais nommer juste un terme, c'est le micromanagement.
C'est les chefs qui veulent contrôler tous les pas, toutes les moindres choses. Et pour tout ce qu'on fait, on doit avoir un OK du chef. Donc, alors, c'est plus facile de définir les deux extrémités sous-organisation et sur-organisation. Et la raison pour laquelle c'est plus facile, ou bien c'est difficile de définir qu'est-ce que c'est une organisation optimale, c'est qu'il n'y a pas de juste ou de faux. Hein? L'organisation, il ne s'agit pas d'une matière précise comme la comptabilité ou bien les maths. Chaque entreprise doit s'organiser pour son propre mieux fonctionnement. Et quand on a mis en place une forme d'organisation, il faut laisser du temps à cette nouvelle organisation de s'établir. Donc du moment que vous impliquez une nouvelle organisation, 3 mois après, ça ne sera pas sage de dire « Oh, ça ne marche pas, donc on rechange de nouveau ». Une fois que vous avez mis en place une nouvelle organisation, il faut l'appliquer pendant 3 à 5 années pour être vraiment en mesure de dire oui, ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, le fonctionnement idéal, c'est quand il y a le moindre degré de friction possible et on ne perd pas de temps en s'occupant de soi-même et en regardant son propre nombril. L'objectif principal de l'organisation optimale, c'est la coordination entre le qui fait quoi dans l'entreprise. Et c'est la syntonation optimale des questions, comment faire quelque chose, où faire quelque chose, avec quels moyens, avec quelle aide on fait quelque chose, et surtout, quand est-ce qu'on doit le faire. Et dans ce contexte-là, de ces questions principales, on subdivise l'organisation en qui fait quoi, ça signifie la structure, structurelle, ça comporte les organigrammes, description des postes, diagramme de fonction, cahier de charges. Et la deuxième tâche dans l'organisation, c'est l'organisation procédurale. Les processus et les procédures. Il s'agit des fonctions et des activités. Ici, vous avez un exemple d'une organisation procédurale. C'est en allemand. Et en allemand, organisation procédurale, on appelle ça Flussdiagramm ou bien Ablauforganisation. Et vu qu'on est dans une école bilingue, je vais vous donner les explications ici en français. Et puis sinon, il faudra que vous les cherchiez dans le dictionnaire. Alors, l'exemple s'agit d'une réclamation d'un client. Réception de la réclamation, vérification si la réclamation est justifiée. Si elle est justifiée, ça descend ici. On contrôle qu'elle soit vraiment justifiée. Ici, on se pose la question de l'obligeance ou bien de la cordialité de laisser aller les choses, même si ce n'est pas trop justifié. On recherche les causes de la faute. On définit les solutions ou les mesures d'amélioration. Et ici, on se pose la question, est-ce que les mesures ont été appliquées et est-ce qu'elles étaient avec du succès? Et sinon, et après, le dernier pas, dans le flux des procédures, c'est on informe le client, on lui envoie un bon d'achat ou une lettre, etc. Alors, nous passons à l'organisation structurelle.
Et ça reflète la manière dont les tâches sont reparties et surtout comment le pouvoir est exercé dans l'entreprise. Et ça représente un schéma graphique de la structure interne à un moment donné et surtout de la hiérarchie. Et l'organisation structurelle comporte aussi différents éléments. C'est le poste de travail, et le poste de travail, c'est la plus petite entité dans l'organisation de l'entreprise. Les liens, c'est les relations et les échanges entretenus entre les postes, ou bien les fonctions, les services ou les départements. Et les fonctions ou les services sont des regroupements de postes de travail similaires qu'on va voir dans les prochaines sheets. Alors, organigramme lien. Vous voyez ici donc le directeur général, hein, et vous avez un conseil juridique, et il y a ici 3 départements ou bien services. Responsable production, responsable vente, responsable administratif, hein, et dans ces départements ici, hein, dans ces groupes, il y a monteur 1, monteur 2, un peintre, il y a un vendeur, il pourrait y en avoir un deuxième ou un troisième, et aide comptable. Et on parle alors dans ce cas-là de liens de subordination. Donc c'est les liens verticaux. C'est le directeur général. En dessous de lui, il y a le responsable de production, responsable de vente, responsable administratif et le conseil juridique. C'est entre guillemets une dépendance, on va appeler ça pour le moment. Les liens de collaboration, c'est l'horizontal, c'est ici comme ça. C'est les 3 chefs de département qui doivent travailler ensemble. Ça existe également à un niveau hiérarchique inférieur, hein, le lien de collaboration horizontale. Et puis on a le lien de conseil, c'est que, comme j'ai dit, c'est une dépendance dans ce sens-là, qui conseille, qui aide la ligne dans ses tâches. Les liens de conseil, ici, ils n'ont pas de droit de donner des ordres aux autres. On va parler de l'organisation staff ligne ou avec état-major. Les états-majors, c'est des lignes, pardon, excusez-moi, c'est des liens de soutien qui aident les départements ou les chefs à prendre des décisions. Et la structure ligne dessine la chaîne de commandement, comme je venais de dire avant, verticalement. Donc la direction commande à l'administration et l'administration des finances commande à son état-major et à ses postes de travail. Et en termes anglais encore, le staff, c'est les états-majors qui aident, qui soutiennent. Alors, on a parlé de la voie hiérarchique, c'est juste ici graphiquement pour vous montrer de la direction à un flux qui va de la direction, les lignes qui les regroupent. Et normalement, la voie hiérarchique et la voie de commandement, la direction ne devrait, dans un cas idéal, donner des directions ou des commandements, par exemple, directement à un poste qui est subordonné à un autre service. Donc, la voie de hiérarchie, ça suit toujours les lignes dans l'organigramme
Donc l'information vient du directeur au responsable des ressources humaines et le responsable des ressources humaines, il va transmettre l'information ou quoi que ce soit à son état-major ou à ses collaborateurs. On parle aussi de marge de contrôle, hein. C'est un autre terme. La marge de contrôle, c'est le nombre de postes ou de services qui sont directement subordonnés à une entité supérieure. Donc, le directeur général, Patrick Ray, il a 1, 2, 3, 4, 5 à contrôler directement. C'est ça. Et si on regarde l'exemple du directeur administratif, Isabelle Weinberg, par exemple, elle aura 1, 2, 3, 4, 5, pardon, excusez-moi, 2, juste 2, parce que ces trois-là, ils sont subordonnés à celui-là. Vous voyez comment on peut se tromper vite fait. Donc, ici, c'est faux. Ici, ça s'arrête ici. Hein. Je vais corriger ça dans le PowerPoint et PDF. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Donc, la marge de contrôle ici, verticale, c'est juste les deux là. Hein. Désolé de la faute, mais voyez comment on se trompe vite fait. Alors, les fonctions, on parle des fonctions, c'est des nombreuses tâches, les différentes tâches qui doivent être réalisées dans l'entreprise pour produire, disons, un bien ou bien un service. En général, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, mais les fonctions principales sont la direction, les finances, la production, ressources humaines, logistique, communication, achat, marketing, administration. Typiquement, ça c'est disons les fonctions dans une entreprise. Et voyez ici l'exemple d'une structure fonctionnelle. On a ici la fabrication, la vente, l'administration, les ressources humaines, et en dessous de les ventes, par exemple, vente, service après-vente ou bien recrutement, formation, etc. Et ici, il pourrait y avoir aussi les achats, par exemple. Alors, une autre forme structurelle, la structure divisionnelle. Et cela s'applique surtout pour des entreprises d'une certaine taille. Déjà, il faut qu'il y ait plusieurs activités. L'entreprise doit être assez diversifiée. Ou bien, elle s'étale sur un territoire géographique grand. Ça serait par exemple la stratégie d'internationalisation. Et dans ce cas-là, il y aura certainement un intérêt à mettre en place une structure de division. Et cela, ça consiste dans le fait de partager l'entreprise dans de différentes structures et chacune aura ses champs de compétences et de responsabilités. Et cela peut se faire autour des biens ou services, en fonction de découpage par marché, ou encore un découpage graphique. Ici, un découpage par géographie. Suisse, Europe, monde, ça serait on subdivise. La vente en Suisse, c'est une activité, la fabrication, administration, finance, ressources humaines, et chaque pays a ses ressources humaines, par exemple, sa propre activité de vente. Europe, le monde. Parce que les besoins, les nécessités sont différentes. Vous avez ici encore un rappel de la subdivision qui peut avoir lieu. Alors, la structure matricielle. Vous voyez déjà, il n'y a pas une image claire et nette où est-ce que est positionné le chef. Évidemment, la direction, ce sera la direction
qui doit gérer et organiser le tout. Mais une fois que vous voyez par exemple ici, le produit a une fabrication, une vente, administration et finances, ressources humaines. Le produit B également, le produit C également. Ce qui est super important ici, c'est que la description du job et le cahier des charges doit être défini très clairement. Les tâches, les responsabilités et les compétences doivent être bien clouées dans leur champ d'activité. Sinon, ça va créer une confusion immense. Une autre forme d'organisation, c'est le centre de profit. Et ici, c'est comme l'organisation divisionnelle, il faut une certaine taille de l'entreprise et il s'agit d'une unité autonome et indépendante au sein de l'entreprise. Donc c'est une entreprise dans l'entreprise en fait, qui gère ses budgets, ses chiffres d'affaires, ses coûts, son personnel et surtout ses résultats, les bénéfices ou éventuellement les pertes. Ici, il s'agit vraiment de la rentabilité par groupe d'activité, par centre de profit. Un exemple ici pour un centre hospitalier, excusez-moi, la subdivision interne se fait, disons, avec chaque profit center a une direction propre, il y a une indépendance que je viens de dire, il y a des objectifs propres, mais il faut qu'ils soient compatibles avec les objectifs superposés de l'entreprise et il y a des moyens à atteindre des objectifs fixés par la direction générale, les budgets souvent. Alors, l'exemple du centre hospitalier, il y a 3 centres de profit, radiologie, urgence et le général, et il y a dans chaque division, il y a des services. Et puis, dans chaque division, il y a des clients. Et la coordination et la synchronisation de ça, de toutes ces activités, c'est assez un grand défi. Je viens déjà de mentionner différentes fois description du poste ou bien job description. La description du poste contient tous les renseignements d'une place de travail qui est nécessité. Et ça nous dit le poste de travail, nom et nature du travail, la mission principale, les tâches, le lien hiérarchique, la position dans l'entreprise, les activités, le profil du collaborateur, les connaissances, qualités personnelles, diplômes, etc. Et comme je viens de dire déjà plusieurs fois, en anglais, on appelle ça job description. Le diagramme des fonctions, ça fait partie de l'organisation procédurale et c'est un diagramme qui répond aux questions suivantes. Quoi faire? Qui doit le faire? Et surtout, comment le faire? Et c'est souvent regroupé en forme ou représenté, excusez-moi, c'est représenté par une matrice. Qui fait quoi? Qui fait quelque chose? Le responsable, c'est ici dans le vertical, et le quoi, ça va après dans le horizontal. Et le croisement, on va dire après, c'est le comment, les compétences qui se croisent. Le cahier des charges. Alors, le cahier de charges, c'est disons une précisation d'une description de poste. Ça va plus profond dans le détail. Et ça permet de clarifier la position du poste, surtout définir de manière précise et détailler les tâches, dégager les exigences prioritaires pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'abord et qu'est-ce qu'il faut faire après. Ça sert aussi à faire accepter
la personne qui détient cette charge face à ses collaborateurs. Et ce qui est important, c'est qu'un cahier de charges valable et actuel existe pour chaque poste. Et surtout, que la description dans le cahier des charges représente la réalité. Et surtout, que ce cahier de charges soit changé, adapté en fonction de l'évolution du poste. Vous pouvez vous imaginer que toute activité d'organisation implique un grand degré de communication. Et les deux voies de la communication entrepreneuriale, c'est certainement d'un côté la transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et le dialogue entre l'entreprise et tous ses groupes d'intérêt. Et dans ce dialogue, on distingue la communication interne et la communication externe. La communication interne, c'est surtout l'information des employés sur la vie de l'entreprise et sur les activités, sur les processus. Ça aide aussi à favoriser l'adhésion à la culture de l'entreprise et ça favorise le dialogue social. Et la communication externe, c'est forger l'image de l'entreprise à l'extérieur face à tous les groupes d'intérêt, effectivement, que vous avez déjà connus dans le chapitre 4 et 5. Et souvent, on nomme ça aussi public relations, et ça, c'est une tâche qui est attribuée au service de marketing. Souvent, ce n'est pas le cas que, disons, la communication externe soit faite par le marketing, mais c'est surtout le directeur lui-même. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise et des branches et des produits. Ceci est le chapitre de l'organisation structurelle. Pour des exercices, il faut résoudre tous les exercices